et merci à l'ULB et à l'ARC pour cette invitation. Je voudrais tout d'abord dire que c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous adresser. C'est un plaisir aussi de parler sur un sujet que je considère toucher au cœur de ce qui se passe dans mon pays, à la Grèce, les 7 dernières années. Le titre du colloque de ces deux jours, l'austérité en procès, touche justement au cœur du sujet. L'austérité n'est pas une politique. L'austérité est un crime. C'est un crime contre les populations soumises au régime des mémorandums de l'austérité européenne et du FMI. C'est un crime qui a des victimes, qui a comme victime la société, le peuple, les gens, mais aussi la démocratie. L'austérité telle qu'imposée au peuple grec, à mon pays, n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas une inondation ou un incendie contre lequel on n'a pas de recours ou de défense. L'austérité telle qu'imposée à mon pays et à mon peuple est un choix intentionnel du régime de l'Union européenne et du Fonds monétaire international imposé au peuple de l'Europe, ayant commencé par le peuple grec, contre leur volonté, contre leur choix démocratique et en violation de leurs droits fondamentaux. L'austérité n'est pas une politique. C'est pourquoi il faut parler du procès contre l'austérité. C'est un crime et contre ce crime, il faut des réponses démocratiques, humanistes et aussi judiciaires. C'est pourquoi je me réjouis beaucoup des discussions de ce matin et de ce soir et aussi des discussions de demain. Il y a un droit et un devoir de résistance contre ce qui se passe, contre ce crime. Il y a un droit et un devoir de désobéissance et il y a un droit et un devoir de solidarité aux victimes. Je vous parle très brièvement de ce que constitue l'austérité en réalité, parce que bien sûr les perpétrateurs aiment bien parler des chiffres, nous, on doit parler des gens. Je vous donne une image de ce qui se passe depuis 2010. Depuis 2010, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, l'Union européenne agissant aussi par le biais de la Commission européenne, aussi bien que de la Banque centrale européenne, et le gouvernement grec de l'époque, ont dit au peuple grec qu'il fallait des mesures de sauvetage du pays à cause de son surendettement. Et ce surendettement était présenté comme le résultat de la manière de vie des Grecs qui était décrit dans les médias comme des paresseux, comme un peuple en train de vivre en dessus de leurs moyens, qui ne produisait pas, qui ne travaillait pas. Chose qui était tout à fait faux. Le peuple a été présenté comme le coupable du surendettement, alors qu'il en était la victime, et le peuple a été encore revictimisé et soumis à des mesures dites de remboursement de la dette, alors que nous savons très bien aujourd'hui qu'il s'agit de mesures de soumission de la population et du pays. Aujourd'hui, on sait, et c'est pourquoi il faut en parler, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais nous sommes au courant des éléments qui prouvent que ce crime perpétré contre la Grèce était un crime intentionnel. On sait que l'austérité imposée
à la Grèce était le résultat du dol des créanciers qui ont consciemment détruit le pays et la société. Je vous parle de quelques éléments dont on est au courant aujourd'hui et qui étaient tout à fait cachés en 2010. Élément 1. Le montant de la dette grecque de l'époque était le résultat de la falsification des statistiques grecques par le chef de l'agence des statistiques grecques, qui était en même moment chef de l'agence de statistiques grecque et fonctionnaire du FMI. Comment nous savons qu'il a falsifié les statistiques? Eh bien, il y a eu une enquête judiciaire contre lui et il y a en ce moment une mise en accusation contre lui pour laquelle la Commission européenne intervient quotidiennement en exigeant son acquittement. Donc, intervention à la justice grecque. On sait, deuxièmement, que la dite dette de 2010 n'était pas une dette liée à des dépenses publiques faites pour la population et pour l'intérêt public. C'était une dette connectée à des grandes affaires de corruption gouvernementale avec l'implication des gouvernements étrangers, mais aussi des grandes entreprises de technologie, d'armement, de pharmaceutique, surtout allemandes, mais aussi françaises et américaines. Comment on sait ça? On le sait par les enquêtes mises en place par la justice, mais aussi par les travaux du comité de vérité sur la dette grecque, un comité créé sous ma présidence en tant que présidente du Parlement en 2015. Je suis très contente que Olivier de Schutter, dont vous avez entendu l'intervention par vidéo ce matin, est un des membres illustres de notre comité. Et Margot Salomon, qui est aussi dans l'auditorium, est aussi un des membres qui ont travaillé au sein du comité de vérité, qui a fait un audit de la dette, mais qui a aussi démontré que les pratiques imposées de remboursement de la dette, les mesures imposées pour rembourser cette dette étaient des mesures en violation directe des droits de l'homme, de la population et des obligations internationales de la Grèce vis-à-vis ses droits fondamentaux. Troisième élément, on sait maintenant que la dite dette de l'époque de 2010 était, depuis 2010, insoutenable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas être remboursée sans mettre en péril la survie et les droits fondamentaux de la population. Et comment on sait ça? On le sait par les travaux du comité de vérité sur la dette grecque, qui a ouvert un dossier pénal transmis au Parlement depuis 2012, un dossier pénal qui contenait des documents confidentiels du FMI, datant du mars 2010. En mars 2010, il était déjà connu au FMI que des mesures plus souples que celles adoptées lors du premier mémorandum allaient provoquer une récession à long terme, du chômage non gérable, une rupture du tissu social. Il y avait alors connaissance des conséquences de cette série de mesures imposées au pays pour le dit remboursement de la dette. On sait aussi aujourd'hui que selon les règles internationales et les règles du FMI, il était indispensable d'annuler la dette pour la rendre soutenable. Et on sait qu'une telle annulation de la dette allait causer
des pertes de milliards d'euros aux banques allemandes et françaises qui détenaient des dizaines de milliards en titres grecs. Et c'est pourquoi il y a eu un accord secret entre les gouvernements de l'Allemagne et de la France et les hauts fonctionnaires du FMI pour changer les règles du FMI en une nuit et permettre non pas d'annuler la dette grecque, mais d'encore donner des prêts en Grèce à Grèce pour rembourser sa dette, c'est-à-dire pour sauver non pas la population grecque, mais les banques allemandes et françaises. Il y avait d'ailleurs dans ces documents confidentiels qui sont d'un intérêt pour vous aussi en tant que journaliste, il y a aussi une promesse écrite de la part des gouvernements allemands et français de ne pas se débarrasser de leurs titres grecs. Mais alors, entre 2010 et 2011, les banques grecques, les banques françaises et allemandes se sont débarrassées de leurs titres, ils ont évité les pertes et quand il y a eu annulation de cette part de la dette, elles ont évité une perte énorme. On sait encore beaucoup de choses. On sait que 92% des prêts donnés en Grèce depuis 2010 se redirigent aux créanciers, donc ce ne sont pas de l'argent donné pour la population. Et on sait aussi que depuis 1945, il y a une dette active de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce. C'est une dette connectée aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi une partie beaucoup plus petite pour la Première Guerre mondiale. Une dette excédant, selon les calculs de 2015, la somme de 341 milliards d'euros. Cette dette n'a jamais été revendiquée par le gouvernement grec et dans le mémorandum de 2010, il y a une clause de non-compensation. Une clause qui veut dire que depuis 2010, les créanciers dont l'Allemagne est le plus actif, le créancier le plus actif et le plus oppressif, ont pris des mesures pour que cette dette de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce, une dette excédant la dite dette publique grecque, ne soit pas compensée, ne soit pas revendiquée. Alors qu'on sait tout ça, et on sait tout ça depuis 2015, ce qui se passe en Grèce, et je réponds à votre question sur ce qui se passe concrètement, c'est vraiment une atteinte à la population, aux droits fondamentaux de la population, aux droits du travail, aux droits à la sécurité sociale, aux droits à l'éducation, aux droits à un niveau de vie et à la prospérité. On a une baisse des salaires incroyable imposée. On a un taux de chômage sans précédent. Le chômage touche aujourd'hui presque le chômage général. On parle de 72% de chômage, de chômeuses parmi les jeunes femmes et de 60% parmi les jeunes hommes. On a presque 500 000 jeunes gens qui sont soumis à une migration forcée puisqu'ils ne peuvent pas vivre au pays. La population de la Grèce est la même que la population belge, donc on parle d'une population de 10 millions. Il y a des enfants qui s'évanouissent dans les écoles. 2 sur 3 enfants en Grèce vivent derrière la ligne de pauvreté.
Et c'est ça la règle pour la population générale. On a une explosion de suicides et de morts à cause de la crise et on a une baisse du niveau de vie en une période très très courte. Ce qui est important lorsqu'on parle du procès sur l'austérité, c'est de vraiment se rendre compte qu'on parle des conséquences calculées, intentionnelles, qui sont poursuivies même maintenant et même contre un mandat démocratique, populaire, clair. Et je parle là du mandat du référendum du 5 juillet 2015. Le 5 juillet 2015, le peuple grec a eu l'opportunité de décider. On lui a posé une question claire. Vous êtes pour ou contre la continuation de ces mesures? C'était un référendum décidé par le Parlement grec. J'ai présidé la séance qui a décidé le référendum et je suis très très fière de ça. C'était un référendum mis en place dans une semaine de menaces extrêmes de la part des créanciers, de la part de l'Union européenne, de la part de la Commission européenne. Il y avait des menaces directes en train de dire à la population, si vous votez oui, si vous votez non, vous allez mourir. Il n'y aura pas de liquidité, il n'y aura pas de médicaments, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura rien. C'était une menace directe, c'était un acte de guerre. Et même dans ces circonstances-là, les banques fermaient et un contrôle de capitaux imposé pour la première fois, la population, le peuple a dit non, par un 62%. Et ce qui s'est imposé aujourd'hui par le gouvernement grec pour les créanciers, c'est le oui. C'est ce qui a été rejeté au référendum. Et ce qui est imposé aujourd'hui, c'est imposé avec des pratiques de contournement et de violation directe de toute procédure démocratique, de toute procédure parlementaire, de toute procédure d'indépendance des fonctions démocratiques. Il suffit de vous dire que il n'y a plus de lois forgées par le Parlement, ni introduites par l'exécutif. Toute la législation doit être pré-formulée par les créanciers et ne peut pas être passée que si les créanciers sont d'accord. Après le référendum de 2015, il y a eu l'imposition du oui contre le mandat populaire et il y a eu une activation, malheureusement, du gouvernement grec dans un processus qui n'est pas seulement un processus de capitulation, c'est un processus de trahison directe du peuple et de la démocratie. Ils ont dissous le Parlement, ils ont dissous tout comité qui s'occupait de l'audit de la dette, de la transparence sur l'imposition de la dette et de toute procédure de transparence. Et ils se sont mis dans une procédure d'imposition des dictats des créanciers sous prétexte de ne pas avoir d'alternative. Ce qui est le pire, c'est que cette imposition se fait aussi par une violation de l'indépendance de la justice. Il n'y a aucun respect pour la fonction de la justice, aucun dossier qui implique des collaborateurs des créanciers, des agents des créanciers ou des amis des créanciers ne peut pas être passé. Il y a des interventions directes de la part de la Commission
Une de ces interventions est celle dont je viens de parler. Une autre concerne une procédure aussi atroce que les mesures d'austérité, et c'est la procédure de liquidation des biens publics et de la propriété publique. Tout ce qui est public est transféré à un fonds qui s'appelle fonds de privatisation. En ce moment, ce fonds est élevé en entité anonyme siégeant à Luxembourg. Tout ce qui est propriété publique est transmis à ce fonds. Et lorsqu'il y a une liquidation de propriété, on parle là des ports, des aéroports, des plages, des compagnies d'eau, de la compagnie d'électricité, de tout ce qui est outil pour la croissance, outil du peuple. Il y a eu une mise en accusation des 3 membres de ce fonds. C'était des membres connectés aux créanciers. C'était au mois de juin. Et lors de l'Eurogroupe du fin juin, il y a eu une exigence de la part des membres de l'Eurogroupe que ces membres accusés, mis en accusation, soient acquittés pour que la dose prochaine soit donnée. Et alors, en 2 semaines, ce qui est un temps sans précédent pour la justice grecque, il y a eu acquittement. Bien sûr, il n'y a plus une fonction de la justice indépendante en Grèce. Il suffit de vous dire que l'ancien président du Conseil d'État est maintenant un conseiller juridique pour le président de la République, qui est quelqu'un qui coopère avec les créanciers, et l'ancienne présidente de la Cour suprême, qui a fini son terme fin juin, est devenue le 8 juillet, donc 8 jours après avoir terminé son mandat, conseillère du Premier ministre. Il n'y a donc aucune aspiration pour une fonction de la justice qui allait défendre la société contre ces mesures, même s'il y a des arrêts et des décisions de la justice qui attestent et avèrent le caractère anticonstitutionnel et antidémocratique de mesures. Et il doit y avoir une réponse. La réponse, et je conclus ma longue réponse à votre question très importante, la réponse doit être en 3 volets, je dirais. Volet politique, et là on peut parler des initiatives pour mettre l'accent de nouveau à la société et à la démocratie. Volet social et démocratique, et là, je vous parle d'un devoir et d'un droit de désobéissance à tout ce qui est le contenu de l'imposition de ce régime d'austérité et des mémorandats antidémocratiques, et volet juridique, volet judiciaire, et là, je parle des initiatives pour finir avec, d'une part, l'impunité pour les infractions et les crimes connectés à l'imposition de cette sorte d'austérité, qui n'est pas une politique, et d'autre part, pour annuler tout ce qui est comportement gouvernemental ou institutionnel en violation des constitutions et du droit international des droits de l'homme. Nous avons pris dans le cadre grec une initiative qui s'appelle Justice pour tous. C'est une initiative commencée par notre parti, notre mouvement politique, Trajet de liberté.
Cette initiative a comme but de la restitution de la justice, qui est un élément essentiel pour restituer la démocratie. Restitution de la justice veut dire fin à l'impunité, mais aussi fin à l'injustice et l'inégalité. C'est une précondition absolue pour que les populations en Grèce, en Europe, dans le monde entier, moi je dirais, rétablissent une confiance à eux-mêmes, à leur futur et aux institutions démocratiques. Et je vous en parlerai plus Bien sûr, après. nous allons y revenir. En tout cas, pour celui qui aurait été... Pour la personne qui aurait été, je ne sais pas moi, à l'étranger sur Mars depuis 2010, il a en tout cas eu aujourd'hui, en quelques minutes, une synthèse excellente de ce qui s'est passé en Grèce à l'époque. Mais je retiens deux choses essentiellement, pas le terme le plus important, mais les choses importantes dans ce que vous avez dit. D'une part, vous dites que l'austérité n'est pas une politique, ce n'est pas quelque chose que l'on devrait supporter parce qu'on a trop consommé, parce qu'on a vécu au-dessus de ses moyens, mais ce serait un projet politique, une volonté, si je l'ai bien compris, de casser finalement la démocratie sociale, de casser l'État-providence, de casser les syndicats. Et deuxièmement, je retiens aussi de l'intervention que rompre avec une telle politique n'est pas simple. Vous avez parlé de trahison pour Alexis Tsipras, j'avais parlé de capitulation. Je ne suis pas grec, je ne suis moins au courant que vous, mais en tout cas, il est clair qu'on ne peut pas changer facilement cette politique. Là aussi, donc, il faudrait nous expliquer comment peut-on changer cette politique? Comment peut-on le faire? Est-ce qu'on peut le faire comme M. Macron, en simplement montrant à l'Allemagne qu'on est un bon élève, ou est-ce qu'il faut construire un rapport de force? Et là, j'aimerais bien vous entendre, M. Lambert, donc à la fois sur cette question, est-ce que l'austérité est un projet politique, et comment pouvoir en sortir? Non, juste sur ce qui s'est passé, je suis d'accord dans les très grandes lignes avec ce que Zoé a dit. Juste un point, mais j'espère qu'on sera d'accord là-dessus. On ne peut pas non plus ignorer que les gouvernements grecs successifs depuis la fin de la dictature n'ont pas eu un comportement exemplaire non plus. Et autrement dit, dire que... Enfin, juste, je ne veux pas qu'on accrédite la thèse que tout ce qui s'est passé de mal en Grèce, c'est exclusivement et à 100% la faute des créanciers, et qu'il n'y a pas de responsabilité locale en Grèce. Je fais une différence entre le peuple grec et ses gouvernants, mais je veux dire, acheter par exemple de l'armement dans des conditions pas possibles, enfin, il y avait quand même bien une signature grecque sur les contrats, quoi. Hein. Tout à fait, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Okay, alors on est d'accord. C'est-à-dire que le surendettement du pays est lié à une corruption incroyable de grands chemins, pour laquelle le peuple n'est pas coupable. Bien sûr, on est d'accord. Parce que la corruption, c'est un crime aussi contre les droits de l'homme. Oui. Et donc, là où je suis encore... Enfin, de nouveau, je suis d'accord sur l'essentiel et beaucoup de détails. Je pense qu'il faut rappeler que l'austérité tue. Pas au sens littéraire du terme, au sens littéral du terme. Je veux dire, je ne sais pas à combien on est maintenant, mais je me rappelle du chiffre de 3 millions de Grecs qui sont sans assurance santé. Je vais dire, alors, il y a des gens qui meurent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'en effet, on peut penser aux chiffres, aux faits, aux arguments. Moi, je pense toujours au fait que derrière tous ces chiffres, ce sont des personnes, et que cela se passe en Europe, une union qui a mis quand même une déclaration des droits fondamentaux dans ses traités, c'est quand même plus que choquant. C'est plus que choquant. Mais c'est un choix politique, et Zoé a bien fait le rappeler, ça n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit ou par à cause du changement climatique. Ce sont des choix politiques. Et la question, c'est comment est-ce qu'on sort de là? Et j'ai envie de dire, le malheur qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que ce rouleau compresseur qui s'est déchaîné sur la Grèce de manière sans borne est l'expression peut-être la plus violente d'une idéologie, qui est l'idéologie néolibérale, selon laquelle les êtres humains sont d'abord motivés par leur cupidité et sont en compétition les uns avec les autres et que le meilleur gagne, que les États, les gouvernements sont de mauvais allocateurs de ressources à la différence des marchés, qui sont des bons allocateurs de ressources et qu'il faut réduire de la manière la plus forte possible tout rôle à des gouvernements, à des États, et que les marchés sont l'alpha et l'oméga du bien public, autrement dit la libre concurrence de chacun avec tous produit l'optimum général pour la société,
Et il ne faut pas aller très loin d'ici, à l'ULB, en fac de sciences éco ou à Solvay, pour entendre débiter cette idéologie mortifère. Malheureusement, cette idéologie mortifère est majoritaire dans les parlements. En Belgique, on n'a jamais eu un gouvernement qui combine l'ultralibéralisme le plus débridé au fascisme. Je veux dire, quand on invite ici des sbires du gouvernement soudanais pour identifier des gens à poursuivre. Enfin, je veux dire, on s'inquiète parfois ici en Belgique que peut-être que Marine Le Pen arriverait au pouvoir. En France, chez nous, l'extrême droite est au pouvoir. Petite différence. Et donc, au lieu de regarder chez le voisin, on ferait peut-être bien faire attention. Parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, l'idéologie ou la religion néolibérale, parce que c'en est une, elle est majoritaire. Et si, parce qu'il y a toujours ce débat sur oui, mais enfin, ce qu'on a imposé à la Grèce n'est pas démocratique, c'est clair qu'on n'a pas demandé l'avis aux Grecs. Maintenant, on oppose souvent à ça, quand on parle à nos amis à l'Eurogroupe, leur légitimité nationale en disant, écoutez, nous avons eu des votes dans nos parlements qui ont approuvé le mémorandum imposé à la Grèce. Donc c'est un accord entre parties librement consentantes. Le Parlement grec a dit oui, enfin bon, avec quand même un peu le fusil sur la tempe, mais le Parlement allemand, le Parlement belge, le Parlement slovaque, ils ont tous dit oui, et donc c'est démocratique quand même, non? Il faut reconnaître que dans tous ces parlements, alors personne n'est allé regarder le 3e paragraphe qui impose telle ou telle mesure au gouvernement grec, mais sur le plan purement formel, il y a à un endroit, enfin à plusieurs endroits, des majorités politiques qui ont voté ces mémoranda. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, cette logique qui trouve son expression la plus brutale en Europe, en Grèce, elle est politiquement majoritaire. Et alors on s'est vaudit de Macron qui est élu. Mais enfin, je voudrais quand même juste vous citer une phrase de Macron, que je cite approximativement, sauf sur son élément essentiel, que dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien. Et puis on croise aussi des winners. Mais comment un type qui est président en exercice d'un État de l'Union qui prétend être la patrie des droits de l'homme ose dire qu'il y a des gens qui ne sont rien? J'ai envie de dire, les nazis, et je sais que ces jours-ci en Belgique, la comparaison nazie est assez mal vécue, les nazis avaient encore pour eux de parler d'Untermenschen, c'est-à-dire de sous-hommes. On n'en est même plus là. Il y a des gens qui ne sont rien. Rien. Quand on dit ça, et pour moi les mots ont de l'importance, eh bien on légitime l'idée qu'à des gens qui ne sont rien, ou en Grèce, qui sont coupables d'avoir commis un surendettement, eh bien il est légitime d'imposer des choses inhumaines. Je me rappelle de conversations avec Draghi en commission économique et monétaire, où j'attirais son attention sur l'effet sur les êtres humains en Grèce des politiques imposées dans le cadre des mémoranda. Et sa réponse était, oui, c'est vrai, enfin en substance, là je vous la fais à la bruxelloise, mais oui, c'est vrai, enfin j'imagine bien que c'est pas agréable pour tout le monde, mais enfin qu'est-ce que vous voulez? Ils ont fait des conneries, ils doivent payer. C'était en substance sa réponse. Et quand je posais la question au président de l'Eurogroupe de l'époque, qui s'appelait Jean-Claude Juncker, c'était à peu près le même genre de réponse. Il disait, oui, mon cœur saigne quand je vois ce qu'on leur impose. Oui, enfin, gars, t'es quand même encore un peu président de l'Eurogroupe ou tu étais à côté quand on a décidé? Enfin. Et c'est ça, en fait, qui, moi, me rend fou, c'est que aujourd'hui encore, donc, on élit des gens comme Macron, dont le but est d'appliquer le même genre de politique, alors de manière moins brutale et mortifère en France qu'en Grèce, mais c'est quand même la même logique, qu'il y a des gens qui ne sont rien, et qu'en fait, ceux qui veulent réussir, ils réussissent. Ce qui veut dire que si vous êtes pauvre, si vous êtes chômeur, c'est quand même un peu de votre faute. Donc c'est votre choix, dans votre fonction d'utilité, pour parler comme les économistes, c'est que vous préférez l'oisiveté, c'est que vous préférez finalement avoir du temps libre et pas de revenus, et nous, on est libéraux, et donc on respecte votre choix. On n'a pas envie de vous imposer, mais alors ne demandez pas de l'argent à l'État, vous comprenez bien, puisque vous avez choisi d'être pauvre ou paresseux, c'est votre choix, mais voilà quoi, hein, donc vous vivez avec les conséquences de vos choix. Sauf que, évidemment, cette société de l'égalité des chances est un mythe
sans nom, mais évidemment qui profite à certains. Et donc moi, la question que je continue à me poser, c'est comment est-ce qu'on construit une dynamique qui permet de renverser cette idéologie. Et c'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné. Et je m'interroge toujours, et donc moi je dois balayer devant ma porte, parce qu'on peut se dire, bon, ben, l'écologie politique, elle est là depuis 40 ans dans certains pays, et elle traîne toujours du côté de, allez, 5%, on verra ce que les Allemands font dimanche, peut-être 7, j'en sais rien. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'on incarne une force qui, à elle seule, est susceptible d'inverser la tendance. Mais je crois qu'on doit tous balayer devant notre porte. Moi, je disais souvent, allez, c'est un peu au moment où on a voté la ratification du CETA qui, quelque part, pour moi, a dessiné les contours de la famille néolibérale, qui comporte donc le PPE, à quelques exceptions près, bien sûr les libéraux, bien sûr les conservateurs eurosceptiques, bien sûr 2/3 du groupe socialiste. D'accord ? Mais ça fait 2/3 du Parlement européen et ça fait à peu près 2/3 des majorités politiques en Europe, quoi. Donc, comment est-ce qu'on renverse ça ? Ben, il faut qu'on balaye tous devant notre porte. Moi, j'ai souvent envie de dire, bon, ben, il faudrait qu'on soit capable de faire des majorités alternatives. Il faudrait peut-être pour ça que les Verts se rappellent que la justice sociale est au cœur de leur projet, hein, que ce n'est pas un truc latéral. Je dis souvent, nous les Verts, on n'est pas le parti de la planète, elle ne nous intéresse pas la planète, parce que si on défendait vraiment la planète, on dirait il faut éliminer l'humanité vite fait, hein, parce que c'est le poids le plus lourd qui pèse sur cette planète. C'est pas ce qu'on dit, hein. Ce qu'on dit, c'est on protège la planète parce que c'est notre maison. Donc il faut se rappeler que c'est un projet de justice sociale et se battre pour, et donc se rappeler que ce qu'on veut, c'est une transformation radicale de la société. C'est pas gommer les aspects, ou enfin, je vais dire accompagner la mondialisation néolibérale, c'est changer de système, c'est quand même bien ça notre ambition. Et ça, c'est une des conditions de notre crédibilité. Je dirais, il faudrait que les socialistes redeviennent socialistes, ça serait déjà pas mal. Je ne leur demande pas d'être écolos, je leur demande juste de se rappeler que la justice sociale, c'est central chez eux, normalement. Et puis, il faudrait qu'on puisse travailler avec la gauche radicale et construire, alors essayer de convaincre un certain nombre de chrétiens démocrates qu'on ne peut pas être chrétien et néolibéral. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est incompatible, en fait. Parce que le message de l'Évangile, c'est quand même, je parle à l'ULB ici, c'est quand même l'égale dignité de tous les êtres humains, de tous les êtres humains, pas juste quelques-uns. Ça peut pas être, on veut faire le bonheur des 1%. J'ai pas entendu Jésus-Christ dire ça. Donc, quand on met tout ça ensemble, on devrait être capable de faire des majorités. Mais ça suppose, je sais pas, un changement de rapport de force et surtout que nos citoyens se réveillent et d'une part arrêtent de voter pour des gens qui sont vendus à la religion néolibérale, mais surtout ne désertent pas le terrain. Parce que moi j'ai aussi vu l'élection française. J'ai vu qu'une majorité d'électeurs français n'a pas voté pour Emmanuel Macron. Ils sont restés à la maison. Ou ils n'ont pas voté pour lui. Et se dire, oui, de toute façon, on n'y peut rien. Et donc, vous connaissez l'expression, je l'ai déjà dit 10 000 fois, quand tous les dégoûtés seront partis, il restera que les dégoûtants. Hein. Ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Justement, je reviens à la question comment en sortir. Parce que faut bien dire que pour beaucoup de progressistes en Europe, la victoire de Syriza en janvier 2015 a été quand même a fait souffler un vent de liberté, un vent d'espoir. Clairement, pour beaucoup de gens. Je ne parle pas nécessairement en mon nom propre, je pense que beaucoup de gens l'ont pensé. Et puis ce combat longuement mené, oui, ces menaces dont vous avez parlé, oui, il y a eu des menaces, bien sûr. Dès février, la Banque Centrale Européenne a menacé la Grèce. C'est clair, ça. Il faut pas, ça a été des menaces. Il est quand même indiscutable que le groupe ait exclu, c'était le 27 juin, et exclu Varoufakis de sa réunion pour décider sans lui. Mais malgré tout, quand Tsipras a accepté le 3e mémorandum, contre, effectivement, la volonté du peuple, beaucoup de gens se sont dit, mais finalement, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de changer les règles du jeu sans finalement prendre un risque énorme qui est celui de quitter la zone euro, de quitter l'Europe. Donc, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement à l'époque? Est-ce qu'il y a encore moyen aujourd'hui de faire autrement sans quitter l'Europe, sans quitter l'euro nécessairement, pour changer de politique? Je dirais qu'il faut hiérarchiser et il faut savoir de quoi on parle. Pour ce qui s'est passé en Grèce, le dilemme, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair et je vous assure, c'est clair pour les Grecs. Le dilemme, c'est vivre comme esclave ou défendre sa liberté. Ce qui est demandé au peuple grec, c'est de vivre comme des esclaves, ne plus décider
sur leur destin et sur leur vie et accepter à être régnés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Je vous signale que j'ai grandi avec l'idée d'une Europe unie, une Europe pour la prospérité de ses peuples et de ses sociétés, l'Europe de l'article 3 des traités. C'est pas l'Union européenne. Ce qui se passe en ce moment, ce qui se déroule de la part de l'Union européenne avec la complicité complète du gouvernement grec, c'est une violation directe de tout droit souverain du peuple grec. Et quand je parle du peuple grec, je vous assure, je parle de tout peuple de l'Europe. Parce que ce qui se passe en Grèce n'est que le futur, n'est que ce qui se passera en Europe. Bien sûr qu'il y avait des alternatives et bien sûr qu'il y en a encore. Le cours de l'histoire humaine est plein de preuves que les peuples ont toujours la possibilité de se défendre, de se révolter, de revendiquer leurs droits et leurs libertés et de vaincre. Et en juillet 2015, en plus, il y avait un peuple prêt pour tout. Un peuple qui a dit non contre les extorsions les plus atroces et dans des conditions très très difficiles. Je vous dis, les banques étaient fermées, personne ne savait s'il y aurait encore la liquidité et quand même le peuple a dit non à la soumission. Et donc la vraie question n'est pas s'il y avait une alternative à la soumission. La vraie question c'est avec quel droit et sur quelle base quelqu'un allait se soumettre au nom d'un peuple qui refusait de se soumettre. Tsipras n'avait pas le droit de se soumettre au nom du peuple parce que le peuple ne s'est pas soumis. Le peuple a refusé de se soumettre. Et donc Tsipras avait une seule obligation qui était de défendre le non de 62% du référendum et de défendre aussi l'acquis européen en protection des droits de l'homme, en protection des droits sociaux et aussi en déclaration de transparence. Quels étaient les outils? Qu'est-ce qu'il avait comme arme? Tout d'abord, il avait comme arme le rapport préliminaire du comité de vérité sur la dette grecque qui a démontré de manière absolue que la dette n'était pas remboursable et qu'en plus, cette dette n'était pas légale, elle était illégale, elle était odieuse, elle était illégitime. Les arguments et les éléments et les preuves inclus dans ce rapport n'ont jamais été utilisés par le gouvernement grec, ils n'ont jamais été utilisés par Tsipras, ils n'ont jamais été utilisés par Varoufakis non plus, alors que c'était le seul comité institutionnel d'audit de la dette dans l'Union européenne, un comité parlementaire. En plus, il y avait le nom du peuple, donc le mandat démocratique que personne et aucun gouvernement et aucune institution internationale n'a droit de violer. Et finalement, il y avait toute une série d'arguments provenant des affaires de corruption dans lesquelles les gouvernements, surtout de l'Allemagne et de la France, et des compagnies françaises et allemandes étaient impliquées. Et là, il y avait des arguments très importants. Il y avait aussi l'affaire des réparations
allemandes vis-à-vis de la Grèce, une dette active liée aux atrocités les plus insoutenables qu'a connues l'humanité. Tsipras n'a fait rien de ça, il a capitulé et il est ma conviction qu'il n'a pas capitulé à cause de la pression, il a capitulé parce qu'il avait prédécidé de capituler. Je suis sûre maintenant, je suis désolée que je n'étais pas sûre et que cela n'était pas évident en ce moment, mais je suis sûre maintenant qu'il a voulu utiliser le référendum en tant que prétexte en espérant qu'il y aurait un mandat de oui. Et quand il y a eu un mandat de non, il a dû quand même faire ce qu'il a prédécidé, c'est-à-dire conclure un accord, un troisième mémorandum avec les créanciers. Donc là, l'alternative claire, c'était résistance, désobéissance, défense du mandat démocratique. Et si la question devient sortir de l'Union européenne ou de l'Union monétaire européenne, là, je vous dirais qu'il faut encore hiérarchiser et dire ce qui est le plus précieux. C'est la démocratie ou une monnaie? C'est la démocratie ou une union internationale? Ma réponse, c'est que c'est la démocratie. Et lorsque la démocratie est directement menacée et violée par une monnaie, avec une monnaie en tant qu'arme, et par une union en tant qu'acteur de cette violation, il est clair que chaque peuple doit choisir et protéger la démocratie. Si on me dit tu n'auras pas, il faut lâcher la démocratie parce que tu n'auras pas d'euro, je me dis il faut restituer une souveraineté monétaire pour protéger la souveraineté populaire. Pas parce qu'une monnaie est la solution. Aucune monnaie ne garantit la démocratie et la prospérité. Mais là, on doit être d'accord que la monnaie unique, la monnaie commune, l'euro, est utilisée contre la population en tant qu'arme pour lui demander de lâcher ses droits et de lâcher la démocratie. Je voulais juste faire un petit commentaire sur ce que Philippe vient de dire sur la manière de voter. Parce que oui, il y a cet argument que les mémorandums ont été votés par les parlements. Eh bien, ça n'est pas du tout vrai. Est-ce que vous savez comment les lois des mémorandums sont votées en Grèce? Non? Ok, je vous dis très brièvement. Ce sont des lois ultra urgentes qui sont préparées par les créanciers et introduites au Parlement un jour avant chaque Eurogroupe, chaque séance de l'Eurogroupe. Et toujours, il faut voter vite, 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 parce qu'il n'y aura pas une libération de la dose. Et il ne s'agit pas de loi de 2-3 pages. En 2012, on a eu une loi de 800 pages introduite et votée en 24 heures. Comme quoi la Grèce peut être efficace. Hein. Oui, vous voyez. Cet modus operandi, c'est un modus qui a été aggravé avec le gouvernement Tsipras, qui maintenant a introduit une loi de 7500 pages en 24 heures. Et c'est cette loi qui donne des immunités pour des grandes affaires de corruption. C'est cette loi qui permet des coupures automatiques de retraite et des salaires en secteur public. C'est cette loi qui permet la liquidation totale de toute propriété
publique. Et d'ailleurs, juste après après la capitulation et la trahison, on a eu une loi, c'était le 22 juillet 2015, une loi, la loi sur le code de procédure civile, c'était la loi qui permet aux banques de saisir les maisons des gens. Et en ce moment, il y a en Grèce une très très grande vague, un mouvement social de défense des domiciles des gens contre cette loi. Mais cette loi a été introduite par le ministre de Justice de Syriza, qui était le professeur, qui était l'adversaire principal de cette loi. Parce que c'était une loi datant du gouvernement antérieur, du gouvernement Samaras. Et quand même, lui, le grand adversaire de la loi, a mis sa signature à la même loi. Il est venu au Parlement en train de dire « il n'y a pas d'alternative » et il a voté pour il a introduit et signé et pris la responsabilité de cette loi. Il y a eu une question de la part de la plénière. Est-ce qu'on pourrait faire des changements? Je vous signale, il n'y avait pas de liquidité en Grèce, il n'y avait rien. Est-ce qu'on peut faire des changements? Donc lui, professeur de droit, et il a dit, il faut que je me réserve, je me retire, je vais demander et je vous dis. Il est rentré au Parlement et il a dit, je suis désolé, on ne peut pas faire de changements. C'est ça la procédure de vote imposée. C'est une façade de démocratie, c'est une façade de parlementarisme. Ce que j'ai dit, moi, en tant que présidente du Parlement, lors de cette époque, c'était que les créanciers ont voulu même le sceau du Parlement, les clés du Parlement. Moi, je ne la donne pas. Je ne donne pas le sceau, je ne donne pas les clés. Et il n'y a aucun droit à aucun gouvernement de faire une telle capitulation et un tel don de la démocratie. Monsieur Lambert, alors, imaginons, vous avez dit qu'il n'y avait pas de majorité politique aujourd'hui pour changer de politique. Mais imaginons qu'un homme politique arrive au pouvoir, un homme ou une femme politique arrive au pouvoir, je dirais par exemple Mélenchon. Il arrive au pouvoir et qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut renégocier avec l'Allemagne? Comment peut-on renégocier avec l'Allemagne? Pensez-vous que Macron parviendrait à renégocier avec l'Allemagne? Vous semblez très critique sur le nouveau président de la République. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on crée un rapport de force? Alors, deux choses. Un, d'accord avec ce que Zoé a dit, quand je disais on nous oppose le fait que les décisions ont été prises démocratiquement parce qu'elles sont votées dans les parlements, évidemment, sont des simulacres de démocratie et d'assez mauvais goût. Parce que même quand les mémorandas sont votés, je veux dire, le Parlement belge a voté les mémorandas successifs. Est-ce que vous pensez un instant que les députés belges au Parlement fédéral ont pris le temps d'ouvrir ces mémorandas, de questionner notre ministre des Finances pour dire « oui, mais attendez, nous, on n'est pas d'accord avec qu'on impose ça à la guerre ». Personne n'a fait ça. C'est passé comme une lettre à la poste. Bref. Sur comment est-ce qu'on change d'orientation. Donc je suis d'accord avec Zoé pour dire que ce qui est tout en haut, et c'est d'ailleurs ça qui a motivé mon engagement politique, c'est quand même la démocratie. Je veux dire, c'est d'abord de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai qu'en bonne logique, comment est-ce que je dirais, la zone de juridiction démocratique doit correspondre à la zone de juridiction de la monnaie, autrement dit, et du marché. Si on a un marché qui enjambe plusieurs démocraties, si on a une monnaie qui enjambe plusieurs démocraties et qu'on n'a pas un degré démocratique au même niveau que le marché et la monnaie, on a un problème. Donc il faut faire coïncider les deux. Je dis toujours, il y a deux attitudes cohérentes politiquement. C'est celle qui consiste à dire il faut abolir l'euro, il faut revenir à la souveraineté nationale et que la souveraineté monétaire corresponde à la souveraineté nationale. C'est cohérent intellectuellement. Tout comme il est cohérent intellectuellement de dire ben non, en fait,
Il faut faire arriver la souveraineté démocratique, sociale, fiscale au même niveau que celui de la monnaie. Et si la monnaie est une monnaie transnationale, eh bien, il faut amener la démocratie à ce niveau-là aussi. Je vois quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais c'est aussi cohérent. L'un et l'autre sont cohérents, mais il faut coïncidence des deux. Il faut coïncidence des deux. Et donc, poursuivre l'argument de ceux qui disent puisque l'Europe est néolibérale, il faut quitter l'Europe et retrouver alors, pour la Belgique, prenons cela, une souveraineté démocratique, une souveraineté monétaire. Je dis ok, je suis le raisonnement jusqu'au bout. Donc la Belgique, parce que l'Europe est néolibérale et qu'elle va le rester dans un avenir prévisible, puisque visiblement il n'y a pas de majorité alternative qui se dessine, disent-ils, c'est donc le repli sur notre souveraineté nationale. Je leur dis, tiens, et en Belgique, c'est quoi la majorité? En Flandre, c'est quoi la majorité? La gauche en Flandre pèse un quart de l'électorat. D'accord? Et la Flandre, c'est 2/3 de la population belge. Donc, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, il faut dire, puisque la Belgique est néolibérale, il faut alors se replier entre francophones, parce que là, au moins, on a une majorité progressiste, potentiellement, en tout cas à portée de main. OK. Donc on fait ça, donc quelque part on rejoint Bardewever pour dire la Belgique c'est deux démocraties qui se tournent le dos, et donc replions-nous sous notre tente à nous, mais au moins on aura une Belgique francophone de gauche, pour faire simple, qui pourra retrouver tous les moyens de son action. Donc voilà, nous sommes indépendants, nous avons recouvré notre souveraineté démocratique, monétaire et tout le toutim, et donc la Belgique, les 4,5 millions de francophones de ce pays, avec ou sans Bruxelles, ça il faut voir, vont donc faire face d'abord aux autres pays qui seront restés néolibéraux, vont faire face aux défis migratoires, aux défis de sécurité, à Google, à Poutine, à Erdogan et consorts. Permettez-moi simplement d'exprimer un certain scepticisme quant à la capacité d'exercer une souveraineté réelle, pas formelle, réelle, c'est-à-dire retrouver une capacité d'influence sur les décisions qui influencent notre avenir. Le choix que je fais, et que certains ne partagent peut-être pas ici, et honnêtement dit je respecte, mais je ne partage pas, c'est de dire, mais non, il vaut mieux conserver la capacité d'avoir un levier, et donc c'est-à-dire de faire basculer le centre de gravité politique au niveau de l'Union européenne. Alors comment ça se construit? C'est là aussi, je pense que Macron n'a pas encore compris comment ça marche. Clairement, ça suppose de créer un rapport de force avec l'Allemagne, dont la majorité politique dominante impose le ton. Je veux dire, le fait de considérer la dette comme sacrée, enfin sacrée, du côté du créancier. Moi, je dis toujours, j'ai eu des discussions avec des banquiers, juste par parenthèse, en lui disant, mais écoutez, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Je dis, quand vous faites un prêt hypothécaire, vous vous intéressez à la solvabilité du type qui sollicite le prêt. Parce que moi, j'ai des amis à qui on a refusé des prêts. Donc, je suppose qu'on a examiné leur dossier et qu'on a dit, ça, je ne prête pas. Expliquez-moi comment vous prêtez à la Grèce, dont allez, il ne faut pas avoir fait des longues études pour se dire que la situation financière du pays est précaire, que la dette était déjà en 2010 insoutenable. Je veux dire, si le FMI savait savoir, je peux imaginer que des grandes banques systémiques, peut-être pas la banque du coin, mais enfin BNP Paribas, Deutsche, ont tous les moyens de savoir que la Grèce n'est pas capable de rembourser des dettes, et donc il vaut peut-être mieux pas insister. Donc mon point est que si il y a à un moment donné une situation de dette qui est insoutenable, c'est donc bien qu'il y a eu d'un côté de la table des emprunteurs irresponsables, mais de l'autre côté de la table des prêteurs irresponsables. Et que donc, si il faut corriger le tir, les uns comme les autres doivent passer à la casserole. Pas les uns passent à la casserole et les autres s'en sortent indemnes. Ça ne va pas. Et leur réponse à ces banquiers, c'était de dire, oui, mais enfin, la loi européenne dit même que les dettes publiques sont à risque zéro. C'était la réponse, c'est un type de Santander qui m'a dit ça. Enfin, je dis, quand la loi écrit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, c'est quand même votre job. C'est parce que les banquiers ont fait mais évidemment, mais évidemment, donc on se moque du monde. Bref, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la doctrine allemande et qu'il va falloir la confronter. Et là où je suis d'accord avec Mélenchon, c'est que ça se passe par un rapport de force. Ça ne se passe pas en allant faire carpette, comme on dit à Bruxelles, comme Macron compte le faire. Regardez, je fais moi aussi les réformes Hartz-IV chez moi. Donc, allez, je suis un peu comme vous, donc vous allez un peu m'écouter. Moi, j'ai fait de la négociation pendant un quart de siècle dans ma vie professionnelle. La négociation commence
par un non, elle ne commence pas par un oui. Elle finit par un oui quand c'est réussi. Mais elle ne commence pas par un oui. Elle ne commence pas par « je suis d'accord avec vous, alors est-ce que vous ne voulez pas faire quelque chose pour moi ?» Il faut créer le rapport de force. Et là, personnellement, ma stratégie eût plutôt été de faire alliance avec le gouvernement italien et avec le gouvernement espagnol. Et l'un est à droite, l'autre est, paraît-il, à gauche. Mais enfin, bon, pas vraiment, mais peu importe. Mais qui, sur la question de l'euro, ont des propositions qui, à la grosse louche, permettent de répondre aux problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'union monétaire sans transfert financier. Ça, c'est ce que j'arrête pas de dire en Allemagne, qui est un pays de transfert financier. En fait, l'Allemagne est une union monétaire depuis 150 ans. En Allemagne, après 150 ans d'unité et 25 ans de réunité, de réunification, eh bien, l'Allemagne n'est toujours pas homogène. Ce qui veut dire que la Bavière, le Bade-Württemberg et la Hesse payent plus qu'elles ne reçoivent, et tous les autres reçoivent plus qu'ils ne payent. Autrement dit, l'Allemagne, c'est une grosse transfert union. Et que ça, c'est le prix à payer pour avoir une union monétaire. Si l'Allemagne n'est pas prête à accepter que pour garder l'euro qui lui profite massivement, il faut accepter ce qu'ils appellent une transfer union, eh bien alors il n'y aura plus d'euro. C'est l'un ou l'autre. Enfin, c'est l'un et l'autre ou rien du tout. Mais se dire qu'on peut avoir les bénéfices de l'euro sans avoir le prix de l'euro, ça ne va pas. Il faut que quelqu'un tienne ce langage face à Berlin. La France, toute seule, pourrait le faire, mais elle serait d'autant plus forte qu'elle puisse s'allier avec d'autres pays importants de la zone euro pour créer le rapport de force et dire, mais si vous n'êtes pas d'accord, ben alors nous allons commencer à changer d'attitude. Et au Conseil, vous savez, ça fait très longtemps qu'au Conseil européen, on n'a plus mis l'Allemagne en minorité. C'est comme ça que l'Allemagne s'est débrouillée pour la triche des voitures, parce qu'on a falsifié, enfin on a arrangé la manière dont on mesure les émissions, pas seulement les normes d'émissions, mais la manière dont on mesure les émissions des véhicules, sous la pression de Merkel herself, au Conseil européen. Au Conseil européen, les Français, les Italiens et les Espagnols pourraient dire à Merkel, écoute, tu nous emmerdes sur l'euro, on va t'emmerder sur ton automobile. Hein. Mais ça, il faut créer le rapport de force. Et créer le rapport de force, c'est-à-dire risquer le conflit. C'est pas se dire, oui, mais on voudrait bien que ça change, mais de toute façon, on ne va pas se disputer. Ben si, à un moment, il faut se disputer. Et ça, il faut construire le rapport de force. Et pour revenir à ce que vous disiez sur Macron, le premier pays avec lequel il s'est fâché 3 fois, c'est l'Italie. Sur les migrants, hein, la grande France du libéral Macron qui allait être un vrai Européen, ben, entre Sarko, Valls et Macron, politique migratoire, juste la même chose. Vintimille est fermé. De toute façon, ces gens, ils ne veulent pas rester chez nous, ils veulent aller en Angleterre. Donc ils n'ont pas envie d'aller en France, la France ne doit pas accueillir. C'est leur argument, hein, si on peut appeler ça un argument. Et donc évidemment, il dit à l'Italie, les migrants, c'est votre problème. D'accord, je suis européen, mais enfin, bon, jusqu'à un point, donc pas mon problème. 2, quand une firme italienne veut racheter un chantier naval français, ça c'est pas possible, mais quand les multinationales françaises achètent en Italie, ça c'est normal. Ça c'est l'ordre normal des choses. Mais les Italiens ne peuvent pas acheter en France. Et le 3e point, c'est la Libye, où la France va dans l'ancienne colonie italienne qu'est la Libye, mais qui est aussi la principale source de réfugiés en Italie. Et la France, sans en parler à l'Union européenne, sans en parler à l'Italie, qui est juste en face de la Libye et qui est l'ancienne puissance coloniale, M. Macron va aller faire la paix tout seul en convoquant les chefs de guerre libyens. Donc sur 3 points, en quelques mois, Macron parvient à se mettre à dos le gouvernement italien, dont il a besoin, s'il veut, convaincre le gouvernement allemand, enfin le mettre sous pression, de changer. C'est, me semble-t-il, pas la stratégie gagnante. Et donc, si une majorité de dirigeants européens pense que ce qu'il faut faire, c'est ce que l'Allemagne fait parce que l'Allemagne fait tout bien, c'est pas comme ça que les choses vont changer, évidemment. Et ça, c'est le vrai enjeu maintenant, c'est de savoir si on peut construire le rapport de force. Ça ne va pas se passer dans la joie et la bonne humeur. Si on veut que ça change, ça doit passer par un rapport de force. Je crois que nous sommes arrivés à la fin du temps imparti, on a même un peu dépassé. J'ai été rappelé alors plusieurs fois par quelqu'un dans l'assistance. Donc voilà, ben écoutez, je vous remercie pour la présence à ce débat. Pardon ? Est-ce qu'on peut faire un peu de débat ?
Qu'est-ce que vous pensez? Moi, ça dépend de vous. Moi, je n'ai pas de... Je dirais, on fait quand même... Allez, prenons 2 questions alors. Je vous en prie. Tout à fait. Il faudra un micro pour madame là. Vas-y. Je vous amène le micro. Ouais. Donc, laisse ça. Comme ça, oui. Voilà, je suis une ancienne écologiste et j'ai quitté le parti écolo parce que je remarque, comme tous les gouvernements dont Philippe Lamberts parlait, sont devenus forcément des gouvernements de droite. Je pense qu'effectivement, Philippe a raison, mais s'ils sont devenus des gouvernements de droite, c'est sans doute parce qu'ils ont voté tous les traités européens. Et je reprendrai un seul traité pour commencer, celui de Lisbonne, qui est finalement la constitution de l'Europe. Et cette constitution européenne est basée sur la concurrence, la libre concurrence non faussée. Donc voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, tous les traités qui ont été votés par tous les parlements, je voudrais vous dire pour l'anecdote, au Parlement namurois, au Parlement de Namur, nous avons fait le pied de grue devant le Parlement pour attirer l'attention au moment où le TSCG avançait dans les différentes assemblées. Nous avons fait le pied de grue pendant 40 semaines pour donner des informations et pour essayer d'empêcher le Parlement wallon qui pouvait stopper, je dirais, la progression de ce traité. Malheureusement, nous n'y avons pas réussi. Le Parlement de Namur a voté comme tous les autres parlements. Il a voté ce traité d'austérité. Donc, pour en sortir, on parle beaucoup des gouvernements de Macron. Moi, je pense qu'il faut, à l'instar de ce que disait Madame Zoé, je pense vraiment qu'il faut comment recibler le peuple. Il faut d'abord lui expliquer ce qui se passe. C'est très compliqué, les traités. Mais aujourd'hui, on sait que les parlementaires et même les gouvernements reçoivent peut-être pas des lettres je dirais cachées, mais maintenant on sait par exemple que pour les politiques européennes, les GOP, les grandes orientations de politique européenne, viennent de la Commission. Et donc, je pense malheureusement que nos assemblées sont devenues les fers de lance d'une politique européenne sans plus rien vraiment n'avoir de poids, mis à part de les retranscrire dans le droit belge ou grec. Donc je pense, moi, qu'il faut recommencer la maison Europe, mais par le bas, par les communes et par les gens. Voilà. Une autre intervention, une autre question peut-être, et puis nos 2 invités pourront y répondre brièvement. Sinon, les organisateurs vont me fusiller à la sortie. Oui, très court, je m'appelle Karine Verel, j'étais l'auteur principal du premier recours contre le TSCG qui a été introduit auprès de la Cour constitutionnelle. Je veux vous dire qu'une des raisons qu'on l'a fait, c'est justement parce qu'on a des raisons très sévèrement de doute si c'est encore possible de reconstruire l'Union européenne telle qu'elle est maintenant. Je ne parle pas d'une coopération pan-européenne potentielle basée sur de tout autres principes, une chose que je n'exclus pas du tout, mais la reconstruction démocratique de la présente Union européenne, je crois que c'est devenu définitivement impossible, justement avec l'application de la TSCG au sein de cette structure. C'est une suite logique de l'implication du Washington Consensus déjà à partir du traité de Maastricht, le mot commence déjà là-bas, mais avec le TSCG, en constitutionnalisant, et on a entendu aujourd'hui ce que ça implique que des constitutions, le fond ontologique presque de la structure d'une communauté démocratique en Europe, est maintenant obligé de prendre dans des raisonnements, des argumentations constitutionnelles, une certaine politique néolibérale comme argument légal sur le même pied que les droits fondamentaux des hommes, comme les droits démocratiques, etc., etc. Tout ce qui a vers de la histoire de cette population dans son développement politique et démocratique en interaction avec les autres. C'est ça la situation où on se trouve maintenant. Ça donne en effet, je suis d'accord avec Madame Konstantopoulou, par principe, ça donne aux technocrates des institutions européennes, en réalité, le pouvoir de faire avec toute
peuple, avec tout pays en Europe, la même chose qu'ils sont déjà en train de faire avec la Grèce. Et je suis aussi convaincu que c'est ça l'agenda qui est derrière. Macron, c'est pas un accident de parcours, c'est quelque chose qui a été mis en place. L'élection de Macron, ça fait partie de la stratégie qui est développée. C'est très clair. Macron a réussi, après 3 semaines déjà, de jeter dehors son général le plus élevé de l'armée française, parce qu'il a dicté des mesures de, soi-disant, austérité, qui étaient moi je ne suis pas du tout quelque chose en faveur des armées, mais ça veut dire qu'il est prêt à aller contre les pouvoirs les plus hauts de son propre pays pour appliquer une politique dont il dit lui-même, ça, je ne peux pas laisser dire. Ça, c'est quand même incroyable que quelqu'un défend le fait que l'autorité la plus haute du pays serait le général en chef de l'armée française. Eh bien non, madame. Je suis désolé, madame. Il est néolibéral, Macron, mais au moins il est élu. Et l'armée doit être soumise au gouvernement et pas l'inverse. Je vais finir ma phrase. Il parlait des austérités qui n'avaient pas été discutées d'une aucune manière. Je ne parle de rien d'autre. Et je veux dire qu'il a dit, moi j'ai fait des compromis avec d'autres. C'est ça ce qu'il a dit. Dans le même contexte, c'est ça ce qu'il a dit. Je veux dire que la politique de la France n'est plus déterminée au sein des institutions de la France. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà. Bon, écoutez, madame, moi je veux bien entendre n'importe quoi, mais ça c'est vraiment n'importe quoi. Excusez-moi. Mais entendre quelqu'un qui défend la démocratie et qui dit que Macron... C'est dégueulasse qu'il a viré le chef d'état-major de l'armée française. Je trouve ça incroyable. D'abord, il n'a pas viré. Le chef de l'état-major de l'armée française, madame, a démissionné. Ceci dit, si j'avais été président français à ce moment-là, quand le commandant en chef de mon armée dit ouvertement, dans une commission parlementaire, je sais quand on me baise, eh bien, je suis désolé, le devoir de l'armée, c'est d'obéir au pouvoir civil, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. J'aurais révoqué le général de Villiers. Je ne lui aurais pas laissé démissionner. Je l'aurais révoqué. La question est de qui est-ce que Macron prend sa sorte? Oui, on peut parler de la théorie du grand complot. Macron est un néolibéral. Il n'a pas besoin de recevoir des ordres. Il est suffisamment convaincu. Il a fait sa fortune en faisant des fusions-acquisitions. C'est un néolibéral. Il fait partie des 1%. Voilà. Mais écoutez, madame, alors à vous suivre, puisque c'est le grand complot, nous n'avons plus les manettes, vous avez raison, tout a été décidé à notre place, suicidons-nous. Enfin, bon, sur les traités, je ne ridiculise pas, madame. Vous dites, Macron n'est pas arrivé tout seul, Macron a été poussé par la presse néolibérale, bien sûr, mais à la fin, dans l'urne, ce sont des citoyens qui ont été déposés un bulletin. Ok, ça va. Donc les élections n'étaient pas réglées en France. Sur les traités, entièrement d'accord sur le TSCG. Le TSCG est inutile, est dangereux, mais il est inutile, et la Belgique peut en sortir. Je veux dire, la Belgique peut dénoncer le traité, absolument. Absolument, c'est une question de volonté politique. Et en plus de ça, à la différence de l'euro où on peut dire, ouais mais attends, si tu quittes l'euro, d'abord c'est pas prévu dans les traités, et puis de facto c'est quand même quitter l'Union européenne. Quitter le TSCG, absolument pas. C'est une structure intergouvernementale qui, à la limite, n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne. On peut parfaitement être membre plein et entier de l'euro, membre plein et entier de l'Union européenne et se frotter de pépette avec le TSCG. C'est ce qu'on aurait dû faire, c'est pas ce qu'on a fait. Sur le traité de Lisbonne, juste un point. Bien sûr, dans les traités européens, aujourd'hui, il y a des articles d'inspiration totalement néolibérale, tout comme il y a des articles d'inspiration social-démocrate, soit dit en passant. Ce que je veux dire, c'est que les articles auxquels vous faites référence étaient là avant le traité de Lisbonne. Autrement dit, si on avait voté contre le traité de Lisbonne, ils étaient toujours là. Ils ne disparaissaient pas. Il fallait alors abolir les traités européens. Mais dire simplement on ne vote pas le traité de Lisbonne, on refuse le traité de Lisbonne, c'était accepter le statu quo sur une série de dispositions, qui s'y trouvent de toute façon, et ne pas prendre tous les progrès, comme par exemple, petit détail, si le Parlement européen a voté la ratification du CETA, c'est parce qu'il y a eu le traité de Lisbonne. Sinon, on ne le votait même pas. Alors vous allez dire, ouais, mais une majorité a voté pour. C'est con. Mais une majorité aurait plutôt voté contre. D'accord? Avant, on n'avait même pas la possibilité. On l'avait même pas. Donc, je continue à penser qu'il vaut mieux le traité de Lisbonne que son prédécesseur. Maintenant, c'est évident qu'il y a dans les traités prédécesseurs, et je pense évidemment à Maastricht que quelqu'un a cité, je crois que c'était vous, il y a évidemment des choses qui sont parfaitement intolérables. Et donc, il faut
modifier profondément. Mais de nouveau, ça ne peut se faire qu'avec des majorités et dire « moi je suis pour qu'on reconstruise une Europe parce que je vous crois ». Je veux dire, je ne vais pas vous faire le procès d'intention que vous êtes des nationalistes, je vais simplement dire ceci, c'est que s'imaginer qu'on peut jeter l'Union européenne et qu'alors, avec les gens de bonne volonté, on va construire une nouvelle Union basée sur des principes complètement différents, c'est, je pense, se bercer un peu d'illusions. Parce que, dites-moi, pourquoi, subitement, par le simple fait qu'on soit sorti de l'Union européenne, subitement on trouverait chez nous et ailleurs des majorités, justement, prêtes à remettre la dignité humaine au cœur de toutes les politiques. Vous voulez dire quoi? Non, mais si c'est possible dans un cas, c'est possible dans l'autre. Si c'est impossible dans un cas, c'est impossible dans l'autre. C'est ça que je veux dire, bien sûr. Et donc, c'est bien pour ça que je disais dans ma première intervention que l'enjeu clé, c'est est-ce qu'on est capable de construire des majorités alternatives? C'est ça l'enjeu. C'est véritablement ça l'enjeu. C'est exact, M. Juncker a dit, mais fondamentalement, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut changer l'Europe telle qu'elle est, ou est-ce que l'Europe est fondamentalement et pour la fin, jusqu'à la fin des temps, irréformable et néolibérale. Et je demanderai à Zoé Constantopoulou de conclure cette conférence en nous disant si oui, elle croit qu'on peut changer l'Europe. À mon avis, tout d'abord, l'Europe, c'est autre chose que l'Union européenne. Pour ce qui concerne si l'Union européenne est réformable, ma réponse est ça n'est pas important. Parce que pour la réformer, ce qui est exigé, c'est que des peuples se soumettent aux violations de la démocratie et aux violations de leurs droits. Et c'est un prix qu'on n'a pas le droit de payer. C'est un prix qu'on n'a pas le droit d'accepter à payer pour le but de réformer n'importe quelle union internationale, n'importe quelle organisation internationale. On parle des rapports de force. Et là, je suis convaincue qu'il faut parler du rapport de force au niveau populaire, au niveau citoyen. Il faut se rendre compte qu'il y a une majorité absolue, il y a une majorité chez les citoyens qui est contre cette situation imposée au peuple de l'Europe. C'est une majorité qui n'est pas consciente de sa force, parce que c'est une majorité qui n'est pas formée en force sociale et politique, et cela est le résultat direct, et aussi, à mon avis, c'était aussi le but de la manière dont l'Union européenne a été formée. Si vous pensez aux élections européennes, dans votre pays, dans vos pays, chez nous, partout dans l'Europe, c'était les élections avec la participation la plus basse de toute élection. Et le mythe, c'était que les élections européennes n'ont aucune importance parce que rien n'est décidé au niveau européen. Et alors on est arrivé sur un point où tout est décidé au niveau technocratique et exécutif européen avec la manque complète d'une légitimation démocratique. Le traité de Lisbonne n'est que l'imposition d'une constitution européenne en violation du mandat populaire français et néerlandais contre cette perspective. Oui, mais le peuple ont quand même voté non. Ce qui sait... Ça veut dire que les parlements n'ont pas de légitimité dans votre perspective. Ça dépend d'où on cherche la légitimité. Ça dépend aussi de ce qu'on appelle la légitimité. Par exemple, en Grèce, il y a eu 62% de la population qui a dit non,
Il y a eu dissolution du Parlement parce que le Parlement n'était pas manipulable en ce moment. Il y a eu reconstruction d'un Parlement avec des élections inconstitutionnelles, précaires et avec une abstention de 52%. 52%. Et il y a l'argument qu'il y a légitimation démocratique. Non, ça n'est pas du tout une légitimation démocratique, c'est une manipulation des procédures démocratiques pour violer la démocratie. Moi, je voudrais quand même conclure, il y a eu beaucoup de débats à la fin, je voudrais quand même conclure avec quelque chose qui nous touche tous, et qui montre à quel niveau l'hypocrisie et la propagande veulent masquer ce qui se passe vraiment, réellement, dans le cadre de l'austérité et dans le cadre des mémorandums. En Grèce, en ce moment, dans le pays où il y a ceux qui disent qu'il y a la croissance, se passe la catastrophe la plus grande écologique, la catastrophe sans précédent dans les mers d'Athènes, dans les mers d'Attique, à cause de l'effondrement d'un bateau qui était quand même, qui a dispersé du mazout dans les mers d'Athènes. C'était une compagnie licenciée, un bateau licencié, dans le même contexte de corruption où tout est licencié au niveau gouvernemental. Et là, on a une destruction totale de la mer Égée, de la mer d'Attique, donc de l'endroit près d'Athènes, à cause de ce naufrage. C'est pas ça la croissance. C'est pas ça l'écologie. Il y a aussi une très grande catastrophe écologique dans le nord de la Grèce avec les mines d'or qui sont elles-mêmes licenciées dans un cadre de corruption. C'est pas une procédure, tout ce qui est imposé et tout ce cadre d'austérité n'a rien à faire avec la croissance, n'a rien à faire avec la protection même des droits économiques. Ça a beaucoup à faire avec l'acquisition et la mésappropriation des biens publics, des biens communs, de l'environnement. Et contre cette évasion néocoloniale qui n'a pas un cible unique national, qui cible tout pays et tout peuple européen, il faut résister au niveau social et répondre au niveau politique et juridique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien voilà, malheureusement le débat aurait pu continuer. Je pense que beaucoup de gens étaient intéressés, mais il faut bien s'arrêter un moment. Donc voilà, merci beaucoup. Merci José Genot, merci Philippe Pers. Et bonne soirée à tout le monde. Merci, merci à vous. Merci.